Chers téléspectateurs, bienvenue à votre émission Les Belles Lettres. Aujourd'hui, nous avons le grand plaisir de recevoir sur notre plateau Monsieur Brahim Dadi. Avec lui, nous parlons de son roman intitulé Le Prix du sang, qui a été primé meilleur roman en 2011 avec une mention spéciale du jury. Alors, Monsieur Brahim Dadi, que je vous présente rapidement, est natif d'Abéché. Il est ingénieur de travaux publics, diplômé de l'étude africaine de la météorologie et de l'aviation civile. Il est aussi diplômé d'ingénieur d'études et d'exploitation de l'aviation civile. Il est actuellement représentant de l'ASECNA au Tchad. ASECNA qui signifie Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar. Bonjour, bienvenue à vous, Monsieur Dadi. Bonjour, Wankissa. Voilà. Alors, de m'avoir invité. C'est ça. Le prix du sang, appelé communément la DIA, que nous allons en parler dans votre livre, est un sujet qui est sur le point de diviser un petit peu, entre guillemets, les Tchadiens. Le Forum national inclusif de mars dernier en a fait écho. En tant qu'écrivain, quelle appréciation, je veux dire, faites-vous de la DIA avant que nous ne rentrions dans le livre? La DIA, ce qu'on appelle le prix du sang, est un d'abord principe islamique, oui, qui est actuellement appliqué au Tchad de manière diverse. Effectivement, cette question s'est imposée au Forum national inclusif. D'ailleurs, le comité qui préparait le forum m'a invité pour une présentation sur cette question, pour avoir écrit un livre sur cette problématique qu'on appelle le prix du sang. La DIA n'est pas un problème. C'est le phénomène de la DIA qui est devenu actuellement un problème de mal-vivre des Tchadiens. Il faut rapidement trouver une solution à ces phénomènes de spéculation qui tournent autour de cette question du prix du sang. Le personnage principal du livre s'appelle Gondou, c'est ça? Voilà. S'il est l'image de tous les acteurs coupables de crimes et autres vices qui sont réprimés par nos lois coutumières et autres, mais il y a quelque chose qui attire l'attention du lecteur, la grotte des fugitifs. Qu'est-ce que cela représente? Gondou, c'est un personnage que j'ai créé de toutes pièces. Dans l'une des présentations, quelqu'un qui avait dit qu'il y a plein de Gondou en N'Djamena et dans le pays. J'ai voulu magnifier par la grotte des fugitifs le fait que quand un meurtrier a cette obligation de s'enfuir, de subir l'isolement et de ne pas fréquenter aucune habitation humaine du fait qu'il serait tué lui-même. C'est l'histoire de la vendetta. Il faut trouver bien un environnement où les meurtriers vont aller là-bas. Parce que quand vous tuez une personne, vous créez une prison autour de vous. Donc c'est ça que j'ai créé, la grotte fugitive, de toutes pièces. Les gens pensent que la grotte fugitive existe effectivement justement dans ce pays, mais la grotte n'existe pas. C'est une imagination, c'est une fiction. C'est juste pour montrer aux gens, lorsque vous tuez une personne, vous ne serez jamais libre. On dit, il y a un adage toubou qui dit, si vous pensez que la terre est petite, il faut perdre un animal et aller à sa recherche, vous allez vous rendre compte que la terre est immense. Mais si vous pensez que la terre est vraiment grande, il faut tuer une personne. Aucune portion de cette terre-là ne peut vous protéger. Donc c'est comme ça que j'ai créé cette grotte de fugitifs où tous les bandits, les meurtriers échouent. Déjà pour entrer c'est difficile, pour en ressortir, il faut que l'affaire que vous avez créée derrière vous soit définitivement réglée. Vous faites, comme vous venez de le prouver, recours le long du roman à la sagesse et aux légendes du peuple Toubou. L'un de vos objectifs, je me l'imagine, en écrivant ce roman, serait-il d'abreuver les lecteurs à ces sources intarissables de la société traditionnelle, du monde traditionnel en général, Toubou? Ok, il y a une citation qui dit ce qui se conçoit bien s'énonce bien, oui,
Et les mots pour le dire arrivent aisément. Oui. On ne sait mieux écrire que ce qu'on connaît. Moi, je suis Toubou. Je connais la société Toubou et le Sahara, le désert tchadien. Donc, à travers ces livres qui relatent un peu des tueries, de meurtres, des couteaux, de sang, il faut quand même à un moment donné agrémenter ces livres-là pour que le lecteur y trouve au moins qu'en dépit de tout ce qui se passe comme mauvais, il y a quand même une belle vie. Et il y a un désert que les Tchadiens ne connaissent pas. C'est pourquoi, à un moment donné, nous commençons à dire aux gens, mais écoutez, le tourisme, ce n'est pas que les gens qui viennent de l'extérieur. Il faut que nous-mêmes, Tchadiens, puissions faire le tourisme, qu'on intègre dans nos réalités, qu'on prenne nos enfants, qu'on parte à Amtiman, à Zakouma, qu'on parte à Chidgetio, lac de Léré, qu'on parte dans le désert tchadien. Aujourd'hui, ce désert-là est en train d'être magnifié, mis en valeur par des étrangers, alors que nous, Tchadiens, nous devons plutôt mettre en valeur en allant là-bas, en regardant. C'est pourquoi tout le long du roman, à un moment donné, j'intègre un peu le paysage qui est derrière, qui est le paysage même que je dirais paradisiaque si je n'abuse le terme. Tout à fait. Alors, dans votre roman, donc, la conscience joue un rôle de juge, en quelque sorte, sous forme de hantise, sous forme de hallucination. Voilà. Elle rappelle constamment au coupable son mal. Elle porte même dans le livre la voix de la victime. Est-ce que c'est un petit peu pour dire que si l'on suit ou si l'on suivait vraiment notre conscience, le mal diminuerait dans nos sociétés? Et c'est effectivement cela. Un meurtrier est toujours regrettant. Quelqu'un qui fait du mal, jusqu'à le mal le plus sacré, enlever la vie d'une autre personne, se rendra toujours coupable et se reprochera lui-même, sans que quelqu'un lui dise que ce que vous avez fait est mauvais. Parce qu'en tant qu'être humain, lorsque vous enlevez la vie d'un autre, forcément votre conscience d'un homme créé par Dieu, vous devez vous reprocher. C'est pourquoi tout le long du livre, je rappelle, je convoque un peu la conscience qui dit à Gondou, oui, vous avez fait ceci, vous avez fait cela. C'est exactement ce que le meurtrier lui-même s'est dit. Dans sa grotte, isolé, loin de sa famille, loin de ses proches, il est seul face à sa conscience et à ce qu'il a fait au niveau de la ville avant de fuir. De la page 51 à la page 53, le narrateur plonge le lecteur dans la psychologie en quelque sorte de l'homme Toubou. Et le personnage Ingay, c'est ça? Oui. Voilà. Dans sa réflexion, il pose la problématique de l'impertinence de certaines déviances des traditions. Sa société a muté vers des pratiques que lui-même n'arrive pas à comprendre. Un petit commentaire là-dessus. C'est l'état d'esprit actuel de tout ce qui pratique certaines traditions qui sont actuellement devenus citadins, et ils se rendent compte que nous sommes en train de drainer, d'appliquer aveuglement certaines choses qu'aujourd'hui notre société ne peut pas accepter. Du fait que nous ayons étudié, découvert d'autres traditions, d'autres peuples, d'autres personnes, on se rend compte que ces traditions-là méritent quand même de ne pas les suivre amplement. Un seul exemple. Votre frère, votre cousin, un consanguin tue à 1000 lieues. Quelle loi au monde justifie que c'est son frère qui va aller être tué à sa place? Donc le délit est personnel, il n'est pas collectif. Quels que soient les liens qui vous lient avec le meurtrier ou celui qui commet l'auteur du crime, vous ne devez pas répondre. Donc c'est ça qu'Ingaï s'est posé la question. D'ailleurs, il est en souffrance avec son frère, il ne se parlait pas, et lorsqu'il tue, c'est lui qu'on va persécuter. Donc c'est pourquoi j'ai pris plusieurs pages pour expliquer que certaines traditions, on se l'applique aveuglément, mais qui méritent d'être revues. Voilà, et c'est cela que vous dites dans le livre, la gestion de la dia Ayala, voilà. Chez les TEDA, donc, le délit est personnel. Les TEDA payent la dia pour préserver, vous dites dans le livre, la cohésion sociale. C'est plus pour cela que par peur de représailles. Est-ce que c'est encore imaginaire ou bien ce sont des faits réels? Ceci est exact. Au nord, où la question de la dia se pose avec beaucoup d'acuité, il y a deux façons de faire.
Chez le Toubou, le Teda, au Tibesti, il y a une législation traditionnelle qui dit que seul le meurtrier est rendu responsable de son acte. D'ailleurs, il fuit, c'est le bannissement. Le meurtrier, lorsqu'il commet un acte, il fuit, seul. Le reste de sa famille peut vivre avec les autres. Maintenant, tout homme est identifié à son clan, dans cette région-là, à sa famille. Donc ceux-là se disent, nous voudrons bien vivre en harmonie avec les autres, même si c'est comme un enfant, notre enfant a fait une gaffe, nous allons juste réparer pour qu'on vive, pour que nous ne perdions pas ces liens que nous avions depuis nos ancêtres. C'est comme ça que ça se gère actuellement au niveau chez les Teda, au Tibesti. Vous descendez vers le sud du Tibesti, c'est-à-dire que tout le reste du nord, la personne qui tue, d'abord fuit, ou bien elle est tuée immédiatement sur place, si les frères de la victime sont là. Et ensuite, on va aller aussi brûler les terres, prendre les bétails, faire fuir toute sa famille. Comme dommages collatéraux. Comme dommages collatéraux. C'est comme si c'est tout le clan qui s'est ligué, qui a concocté un complot pour aller tuer. Alors que c'est une seule personne, par sa bêtise humaine, est partie enlever la vie d'une autre personne. Donc c'est pourquoi je demande dans le livre qu'on s'inspire de ces cas de Teda. Ça se passe exactement en Libye, au Tibesti et au Niger, là où les Teda vivent. C'est toujours le meurtrier qui est rendu responsable. Donc pourquoi alors, même l'islam qui a imposé la dia, dit que c'est le meurtrier qui est rendu responsable? Pourquoi rendre responsable alors sa famille, son clan, qui ne partagent pas la même idée peut-être avec le meurtrier? La question que j'allais poser rejoint un peu cela. Elle disait, la dia est-elle une loi islamique? Sinon, à quelle époque remonte donc son introduction dans les sociétés tchadiennes de la zone septentrionale du pays, et qui en sont les inventeurs? Alors, la dia, il faut remonter un peu dans l'histoire. C'est avant l'islam. C'est une tradition arabe qui se passe dans le golfe Persique, et il payait 100 dromadaires pour un homme tué, 50 pour une femme. Il y a une répartition d'âge aussi dans les 100 dromadaires. Et après, l'islam a accepté cette tradition-là, qui est devenue actuellement un précepte islamique. Donc ça s'applique maintenant à tous les musulmans. Pour ce qui concerne le Tchad, surtout la zone septentrionale, c'est que depuis que les gens sont devenus musulmans, ils ont appliqué, comme la prière, la dia. C'est pourquoi les 100 dromadaires a continué à exister jusqu'à nos jours. Mais actuellement, je m'étale un peu sur la question. Ce n'est pas la valeur de 100 dromadaires. 70 millions, 100 millions, 200 millions. Et c'est la réciprocité. Vous nous avez pris 70 millions. Le jour où vous allez faire l'erreur de venir tuer chez nous, on va demander la même chose. Et c'est ça l'intrigue un peu dans le roman, où un clan a demandé les 2 esclaves. Parce qu'en son temps, pour trancher l'affaire, le clan Mabouria a dû payer 100 dromadaires. Ça n'a pas suffi, ils ont donné 2 esclaves pour pousser les dromadaires. Au XXIe siècle, le même clan demande maintenant la réciprocité. Vous avez tué chez nous, les 100 dromadaires ne suffisent pas, il manque les 2 esclaves. Alors où est-ce que tu peux trouver des esclaves? Qui appelle-t-on esclave en ce moment? Donc c'est ça qui fait que l'affaire s'est enlisée jusqu'à... Il y a eu une dizaine de morts. C'est dit dans le roman, c'est absurde, je suis en train de citer, c'est absurde de vouloir transposer partout certaines réalités dans la dia. Ce livre, à mon avis, devrait paraître en 2011 puisqu'il a été primé. Cela sonnait à cette époque-là déjà comme une sonnette d'alarme. Sinon, aujourd'hui, nous sommes en train d'aller progressivement vers une nationalisation de la dia, puisque tout le monde en parle déjà. Comment avez-vous eu cette vision lointaine des choses qui devaient arriver aujourd'hui? Bon, je ne peux pas avoir la prétention d'être visionnaire, mais j'ai vu la question arriver. Parce que la dia, en fait, c'est un phénomène qui ne se passe pas seulement dans une seule famille au Tchad. On le constate
dans telle famille, chez un ami ou chez le voisin. On le constate toujours dans la vie en communauté. Je me suis inspiré des cas qui se sont passés, des cas de pluie criards qui se sont passés dans la région du Nord. Et je me suis dit, ces phénomènes-là, si on ne l'arrête pas, on risque d'arriver à une implosion, à un mal-vivre, à une déchirure, comme c'est le cas actuellement. Aujourd'hui, dans certaines régions, à cause de la transhumance et puis du nomadisme, les gens sont partis partout aujourd'hui, les Tchadiens vivent. Donc certaines personnes veulent imposer la dia à d'autres communautés qui ne connaissent pas la dia, ou bien qui ne connaissent pas la dia dans la forme islamique. Quand on leur demande de payer la dia, les gens ont dit mais écoutez, nous payons la dia, mais il faut partir, parce que vous venez avec vos pratiques que nous ne connaissons pas. Ça, c'est quelque chose de très dangereux. Ça veut dire que les Tchadiens refusent de vouloir vivre ensemble. C'est cet aspect-là qui m'a un peu poussé, et j'ai écrit ce livre-là. Je le dis, je fais dire ça par un des personnages dans le livre, que c'est pour sauver des vies humaines. Si on ne fait pas attention, on risque de tuer de théorie en théorie. D'ailleurs, vous avez remarqué à la télé Tchad, chaque fois des bagarres communautaires qui se passent, les gouvernements sont obligés d'aller payer à la place des meurtriers pour ramener la paix. Et ça ne fait que recommencer. C'est pourquoi ce livre-là est sorti, primé en 2011, mais publié le 30 décembre 2013. Et depuis ce jour, nous ne faisons que la promotion du livre. J'ai été contacté par des parlementaires. Ils disent mais prenez la question avec vous, parce que vous partez dans vos terroirs et vous constatez toujours ces mêmes problèmes. C'est vous qui allez chaque fois régler. Donc il faut légiférer sur la question. Voilà. Alors, dans le livre, pour payer la dia, une collecte de grande échelle est organisée dans la communauté du coupable, hein, ou du meurtrier. En quoi consiste ce que le narrateur appelle la solidarité aveugle? Alors, le Tchadien est solidaire et il est généreux par essence. Pour évacuer quelqu'un un proche qui est malade, les gens cotisent. Pour célébrer un mariage, on aide les jeunes. Pour assister à un sinistré, on sait le faire. Même pour la dia, lorsqu'il y a un meurtrier qui commet un acte, c'est la communauté qui se réunit pour sauver les liens de cohésion. Chacun apporte un dromadaire ou un bien pour aller payer la dia. Donc c'est ça un peu la solidarité, mais lorsque cette solidarité devient en fait aveugle, ça je le dis dans le livre, c'est lorsque la personne tue intentionnellement. Et les gens s'empressent, au lieu de laisser purger sa peine, les gens s'empressent pour collecter, payer et le sortir de prison. Est-ce qu'on est pressé de le sortir de prison? Quelqu'un qui ôte la vie à un être humain, il devrait quand même avoir la peine publique. L'État doit intervenir à ce niveau-là. Mais actuellement, ce qui se passe, les deux communautés mises en face disent ok, nous allons retirer cette affaire de la justice, on le règle à l'amiable. Lorsqu'ils ont réglé, le sort du meurtrier n'est pas indiqué. Sinon, il est juste retiré de la prison, il est remis à la maison. Donc cette solidarité-là, elle est aveugle. Pourquoi doit-on aider un meurtrier? Il faut qu'il purge sa peine. C'est ça. Alors, le narrateur, à partir de la page 107, pointe d'un doigt accusateur l'absence de l'État comme cause de la prédominance des pratiques coutumières, comme l'a dit sur les lois de la République. Partagez-vous son point de vue? Bien sûr, je le partage, parce que l'État est absent, du moins dans 3 aspects. D'abord, un citoyen peut se lever et décider qu'un autre ne puisse pas vivre. L'État est là. Ce n'est pas du ressort d'un être humain de décider que l'autre puisse vivre ou pas. Il tue une personne. Deuxièmement, lorsque l'affaire est réglée entre les communautés, cette personne-là qui supprime une vie sur terre ne purge pas une peine. Troisième aspect, lorsque les gens s'asseyent pour marchander, vous devez nous payer 70 millions, 80 millions, 100 millions, l'État est où?
Donc dans ces trois aspects-là, on devrait normalement faire en sorte que la question de la dia, là, que l'État puisse avoir un regard dedans, pour qu'un citoyen ne puisse pas tuer une personne, pour que quand les gens arrangent l'affaire, les meurtriers puissent purger la peine publique. À la page 130, il y a un court extrait qui attire l'attention du lecteur que je suis. Il est écrit, chaque fois qu'un homme utilise une arme, c'est comme des balles tirées contre lui-même. Il se loge des projectiles toutes choses dans la tête, se déchiquette les cuisses, triture la chair, se brise les os, se perfore les tripes, se mutile les parties génitales, se crève les yeux, pulvérise sa mâchoire, se déchire le gosier, explose ses poumons, fractionne ses organes. C'est un passage qui fait réfléchir longuement. Alors, tout ce que vous avez cité comme barbarie, ce sont les effets de nos armes sur la chair humaine. Si on se considère un être humain qui ne veut pas être blessé, qui ne veut pas être tué, qui ne veut pas être fracturé, lorsque vous le faites sur une autre personne, c'est comme si vous le faites sur vous-même, sur l'humanité. Donc c'est ça, je l'ai juste rendu un peu dur, cru. Il y a trop de sang, il y a trop de brisures d'os, mais c'est pour dire que lorsqu'un être humain fait du mal à un autre, c'est qu'il se fait du mal à lui-même et à l'humanité. Voilà. Alors, les dernières pages du roman sont consacrées au dialogue entre le personnage Alachi et son fils Kinemi. Voilà. Dans ce dialogue dont il ressort comme des suggestions tendant vers l'intégration de la dia dans la justice moderne. Que pensez-vous de ces propositions? Alors, je ne pourrais pas terminer le livre sans une conclusion ou bien donner ma réflexion. Oui. Alachi est l'oncle de Gondou, le meurtrier. Il s'est activé pour résoudre cette affaire-là. Kinimi est le fils d'Alachi, donc le cousin de Gondou. Alachi a amené Kinimi dans ses tractations, dans les conciliations. Et le petit élève a regardé comment ça s'est passé et il posait des questions à son père. Et son père lui donnait quelques pistes de solutions, comme rétablir la justice sociale, si vous voulez mieux vivre. Si vous voulez mal vivre, il faut avoir une injustice sociale. Maintenant, le personnage propose qu'on introduise la dia dans la justice moderne. C'est possible. Dans certains États, c'est vrai que ces États sont islamiques, ils ont pu introduire ça dans la législation. Concrètement, comment ça va se passer? Ils légifèrent. Voilà la dia, comment ça se passe. Vous tuez intentionnellement. Voilà ce qui va se passer. Vous tuez de manière accidentelle. Voilà ce qui va se passer. Donc ça, il y a un juriste qui avait lu le livre. Il m'a dit, ok, il est d'accord qu'on reste sur l'aspect roman, mais que lui, il aurait aimé que je poursuive cette affaire-là et regarder les aspects juridiques. Mais moi, je ne peux pas faire tout. Je suis un romancier. Je laisse maintenant les juristes et continuer l'affaire. Faire leur travail. Ok. Monsieur Brahim Dadi, nous tendons presque vers la fin du temps qui nous a été imparti. Nous aimerions bien que vous nous lisiez, ne serait-ce qu'un seul paragraphe de votre livre. La source thermale, à côté de laquelle il élit finalement domicile, donnait cours à un canal étroit qui circulait discrètement vers un bassin verdoyant. C'était un lieu favori des rencontres entre les habitants de la grotte. Si les hommes venaient pour soigner leurs os dans ces vertueuses eaux, les animaux étaient attirés par l'eau du bassin pour leur breuvage. Pour Gondou, la source lui servait de lieu de méditation. Tous les matins après sa douche, il s'asseyait sur le banc de fortune, une ferraille abandonnée par on ne sait quelle main miraculeuse, plantée au bord du canal. Il avait toujours en face de lui, sur l'autre rive, un petit babouin, assis sur son séant, appliqué contre un rocher poli. Le cimier avait un visage bougon et le nez constamment morveux. Les yeux ravagés par une conjonctivite chronique menaçaient de disparaître. La nervosité constante qui l'animait ajoutait une crispation supplémentaire à son faciès. Les solitaires passaient toutes ses journées à ces mêmes endroits qui constituaient l'essentiel de sa vie. Il n'avait pas besoin d'aller loin pour sa pitance. Des insectes, herbes et autres bestioles
pullulaient les berges du canal. En fait, ça, c'est pour dire que lorsque vous tuez une personne, vous n'aurez plus une vie. Lorsque vous échouez même dans une grotte définitive où il y a un semblant de vie, vous allez trouver un animal qui est le plus affreux. Un simian borgne, qui n'a pas du tout du poil sur la peau, miséreux. Donc c'est pour dire que ôter la vie d'un être humain vous ôtera votre propre vie. Quels sont vos projets d'écriture? Parce que les téléspectateurs, les lecteurs sont en train d'attendre, parce qu'après avoir goûté à ce beau roman, ils en veulent encore. Alors j'ai retenu une astuce qui ressort dans les comment écrire, dans la technique d'écriture, Oui. qui dit lorsque vous envoyez une œuvre, un manuscrit à l'édition, commencez automatiquement à une autre. Comme ça, vous aurez le temps d'oublier celui que vous avez envoyé et vous consacrer sur l'œuvre que vous êtes en train d'écrire. Donc après ces romans, j'ai écrit un autre qui vient de sortir, paraître le 30 décembre 2017, qui est intitulé « À bêcher la ville de ma mère ». C'est un roman aussi. À la fin de cette année, il y aura un autre qui va sortir. Bon, finalement, je reviens à mes amours, l'aviation civile. C'est un livre qui sortira sur le transport aérien et qui est intitulé « Le plomb dans l'aile ». Tout en conseillant la lecture de ce livre, Le prix du sang, à tout Tchadien, hein, parce que ça a de la valeur. À quel prix et où peut-on le trouver, le prix du sang? Le prix du sang, malheureusement, il est en rupture de stock. Chaque fois qu'on a fait une réédition et déposée à la librairie de la Source, automatiquement ça s'est épuisé. C'est pour dire que cette question du prix du sang préoccupe réellement les Tchadiens. Donc de bouche à oreille, les gens ont entendu et viennent récupérer. Actuellement, il doit avoir juste 2 ou 3 exemplaires à la librairie de la Source et vendu à 10 000 francs. 10 000 francs. Monsieur Brahim Dadi, merci beaucoup d'avoir accepté de venir nous parler de ce grand livre. Merci de m'avoir invité. Voilà. Chers téléspectateurs, comme vous le constatez, nous sommes arrivés à la fin de notre rencontre aujourd'hui. Nous avions été en compagnie de M. Brahim Dadi. Nous avons parlé de son premier roman intitulé Le prix du sang. Le livre est paru aux éditions Sao. Merci à vous de nous avoir suivis. Continuez à regarder les programmes de Télé Tchad. Au revoir.